Je me présente, je m'appelle Marie Petenati, je suis chercheuse au BRGM, le service géologique national. Je suis hydrogéologue, hydrogéochimiste. Et depuis l'année dernière, j'ai eu la chance d'être immergée dans ce monde fantastique des sciences de la durabilité avec l'école chercheur qui s'est déroulée à l'île de Léron. Donc où j'ai pris plein d'informations. Et c'était très intéressant. Et j'essaye moi-même, à travers mon activité de chercheuse, d'inscrire mon travail d'hydrogéologue et d'hydrogéochimiste dans la transdisciplinarité, dans l'échange avec d'autres personnes qui travaillent sur d'autres thématiques. Et j'ai la tâche aujourd'hui d'animer cette session. Quelle formation universitaire pour construire une société équitable et habitable ? Gros enjeu, gros challenge. Et pour ça, je vais avoir 3 invités à ma table ronde. On va commencer avec Angela Barthès, qui est professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation, spécialisée dans les éducations environnementales, développement durable, territoire. Des territoires, je vais y arriver. Angela est aussi vice-présidente de l'Université Aix-Marseille, chargée de mission développement durable de l'IUT. Elle ouvrira la table ronde avec une contextualisation des sciences de la durabilité dans le parcours de formation supérieure, notamment la différenciation des positions éducatives classiques cumulatives verticales d'empilement des connaissances. Ça, il a fallu que je le note. Vous comprendrez que ce n'est pas ma discipline première. On a le plaisir aussi d'avoir Michael Toplis, qui est président de l'Université de Toulouse, planétologue, qui nous parlera du projet TIRIS, Toulouse Initiative for Research Impact on Society. Ce projet est lauréat de l'appel à projet Excellence sous toutes ses formes, Excellencies, du PIA. Il rassemble une communauté d'enseignants supérieurs et de recherche toulousaine autour d'un objectif commun, mobiliser les excellences scientifiques pour accompagner les transitions et ainsi contribuer à la construction du monde de demain. Large et vaste programme. Et on pourra revenir sur le terme d'excellence qu'on a entendu au cours de ces 2 jours et s'interroger sur sa signification aussi. Et puis Esteban Coquemont, qui est notre étudiant engagé dans la politique développement durable et les responsabilités sociétales de son établissement, l'INP ENCE, École de l'eau, de l'énergie et de l'environnement de Grenoble. Il va nous parler de sa formation, de son application dans ces divers projets en lien avec la transition et réagir aux propos de nos 2 premiers invités. Je vous invite à venir me rejoindre. Si vous voulez bien, Angela, tu pourras retourner dans le fauteuil après si tu le souhaites. Je te donne cet objet. Ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a un micro qui bouge? Parce que vu qu'il est 2 heures et puis qu'on est en train de s'endormir, alors si je ne bouge pas et que je reste complètement immobile, et vous aussi, ça ne va pas le faire. Donc on pourrait... Voilà. Il est où le micro? Ah, super. Vous m'entendez? Est-ce qu'il marche là? Oui, oui. Ouais. Comme ça, ça me permet de bouger un petit peu et puis d'essayer de remuer les troupes juste après le repas. Voilà, pour être sûr qu'on commence comme ça. Quand on fait de l'éducation, on commence par s'assurer que les troupes sont un peu réveillées et vous écoutent parce que sinon, ça ne le fait pas. Voilà, bon, ça, c'était pas la partie théorique, c'était la partie militante. Voilà, excusez-moi, je mélange un peu les choses, mais c'est comme ça. Donc, la question, c'est quelle formation universitaire pour construire une société équitable et habitable? Vaste question, en effet. Et donc, je vais vous présenter l'état de l'art des recherches en sciences de l'éducation et de la formation, ce qu'on a à l'heure actuelle là-dessus et ce qu'on fait. La première chose, et c'est très important de s'en rappeler, c'est que finalement, les courants éducatifs, ils suivent absolument les enjeux de l'actualité. Ils ne sont pas indépendants. Donc vous voyez, dans les années 70, on a la prise de conscience progressive d'un environnement fini. Donc vous voyez en bas, c'est ici, là, le truc miracle. Ah oui, voilà. Vous voyez ici qu'on commence à être dans le club de Rome, la prise de conscience d'un environnement fini, et se développe une sorte d'éducation relative à l'environnement qui est plutôt un modèle militant à visée éducative émancipatrice. Et puis petit à petit on avance dans le temps, et quand on avance dans le temps, eh bien on se retrouve avec le rapport Brundtland que vous connaissez tous, et puis tous les sommets qui suivent, que vous voyez là. Et qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'éducation? On a une prise en compte de l'impact anthropique par le politique, et puis des énoncés d'enjeux globaux sous la forme de problématiques globales, et se développe à ce moment-là une éducation au développement durable,
plutôt qu'une éducation relative à l'environnement. Donc l'un se superpose à l'autre, malheureusement. Et le modèle qui en découle est plutôt un modèle professionnel et plutôt un modèle gestionnaire. Donc d'abord comportementaliste, les petits gestes, les bons gestes, et ensuite plus gestionnaire, c'est-à-dire comment on gère ça. Et puis petit à petit, et donc nos années-là, 2020, eh bien, on est face là à une dynamique de remobilisation populaire autour des urgences climatiques, ce qu'on connaît là maintenant. Et puis, on est dans une idée de résistance, de reformulation des résistances. Et on a une éducation au changement climatique, autant de l'anthropocène, je l'appelais comme ça pour l'instant parce que j'ai préféré l'appeler comme ça, mais on va dire que c'est un changement de paradigme, hein, et puis on verra comment on l'appelle, qui est plutôt à visée de citoyenneté politique. Et à ce moment-là, on a différents courants éducatifs qui se superposent, donc naturalistes, écoféministes d'abord, puis comportementalistes, systémiques, critiques, et puis maintenant, on a tout ça qui arrive, tous les termes qu'on connaît aujourd'hui, transition, urgence climatique, sobriété, RSE, économie verte, circulaire, anthropocène, bien vivre, voilà. Donc tout ça, c'est pas équivalent dans le temps et c'est situé d'un point de vue global et c'est important de se repérer là-dedans pour savoir de quoi on parle. Donc, en effet, dans les politiques internationales, l'éducation est mobilisée pour préparer les individus aux enjeux de société. Donc, on a des problèmes et des enjeux de société. Donc, nous, ici, on est plus concernés par la question climatique. On a des réponses citoyennes et militantes. Bon, c'est ce dont on a parlé depuis quelques jours. On a bien sûr des réponses professionnelles diverses et variées. On a des réponses institutionnelles, donc là on reconnaît là les 17 objectifs du développement durable, et puis de notre côté on a des réponses éducatives qui correspondent à l'évolution des curricula. Alors les curricula, pour faire court, c'est des programmes, et puis on a les évolutions des recherches qui suivent aussi elles les actualités, même si le scientifique est indépendant, soi-disant, on suit quand même les enjeux de l'actualité bizarrement, donc, et puis on suit aussi les dispositifs suivent. Donc, on est dans un processus de mondialisation, d'internationalisation de l'éducation. On est dans une prise en charge des enjeux, des questions d'actualité par l'éducation. Et puis, du coup, depuis les années 90 en particulier, on est à un retour affirmé aux fonctions sociopolitiques de l'éducation. Je vous donne quelques exemples pour illustrer ce que je dis et pour vous montrer que ça ne tombe pas sous le chapeau. La Banque mondiale, par exemple, met en place ce qu'on appelle le programme d'éducation pour tous. L'UNESCO instaure tous les 17 ODD que vous connaissez plus ici. L'OCDE propose un programme d'éducation à la citoyenneté, l'OMS d'éducation à la santé, etc., etc., etc. Donc, concrètement, comment ça se passe dans les éducations, et puis j'ai un peu envie de dire dans les recherches également. On a d'abord un cadrage de la sphère politique internationale. Donc nous ici, on est plus concernés par les ODD, donc j'ai parlé de l'ONU. Et puis ça se diffuse dans l'enseignement et la recherche. Comment ça se diffuse dans l'enseignement et la recherche? Soit d'abord par la stratégie européenne du développement durable, puis les stratégies nationales du développement durable, puis dans l'enseignement secondaire par le Conseil supérieur des programmes, le CESEN, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, les bulletins officiels, puis chez nous, c'est des textes cadres ministériels. Le dernier en date, c'est le plan climat, biodiversité et transition écologique que vous connaissez tous. Et puis, tout ça, on est orienté par les grands appels à projets, APP, divers et variés. Dans les collectivités territoriales, même chose, ça se diffuse dans les collectivités territoriales, donc voilà, tout ça, le cadrage de la sphère politique se diffuse dans la société civile, dans l'enseignement, dans les sphères locales, c'est-à-dire les collectivités, les entreprises et les organisations, donc via les dispositifs pareils, du type agenda, projet de territoire, appel à projet. Pareil ici, dans la société civile, les entreprises et les organisations, via les schémas directeurs RSE, les subventions, associations, divers et variés. Donc vous voyez que tout ça, on n'est pas tous indépendants, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, il y a quand même un grand cadrage international et tout ça définit des nouveaux liens, notamment entre éducation, société et territoire, et c'est de ce dont on parle depuis le début de nos 2 jours. Donc au niveau éducatif, il y a un constat qu'il faut faire, c'est que d'abord, il y a un mode d'émergence qui est éminemment politique et qui définit ces éducations transversales sans que ça soit vraiment explicité. Et ces éducations, elles se positionnent, dans le champ politique, elles instruisent de nouveaux rapports au savoir ou à l'autre, elles ont des conséquences curriculaires, elles mobilisent des finalités et des valeurs différentes. Je ne rentre pas dans les détails de ça, mais simplement vous indiquer que tout ça, c'est un positionnement avant tout politique.
Donc ces éducations transversales, elles sont thématiques et elles sont non disciplinaires, donc les scientifiques ont un tas de problèmes avec ça. Elles traitent des questions d'actualité et de politique de la société avant tout. Elles remettent en question la fonction le partage entre la fonction d'instruction fondée sur les savoirs et la fonction d'éducation centrée sur les valeurs et les comportements, ce qu'on retrouve, nous, évidemment, dans tous nos débats depuis le début. Alors, évidemment, donc ça a beaucoup plu à Marie. Là, on se trouve dans ces histoires-là d'éducation transversale face à des ruptures épistémologiques majeures. C'est-à-dire qu'on est obligé de quitter le modèle cumulatif vertical d'empilement de connaissances disciplinaires. Donc c'est ça que tu avais noté, Marie. Et qu'est-ce qu'on est obligé de faire à la place de ces disciplines? Ben, finalement, on est obligé de faire deux choses. On est obligé de, penser les changements. Comment on fait? Où est-ce que je suis? Comment je fais? Voilà, je suis dans le mauvais sens. Voilà. Donc, on quitte le modèle cumulatif vertical d'empilement des connaissances disciplinaires classiques et on est obligé de faire deux choses. On est obligé, de penser les changements et deux, de mener une action. Donc, politique au sens de la police, c'est-à-dire la ville dans la cité, c'est-à-dire nous, non administratifs dans la cité. Donc voilà un petit peu ce qu'on est obligé de faire quand on fait de l'enseignement. Donc penser les changements, ça veut dire tous ces mots-là dont on parle depuis le début, c'est-à-dire être dans la complexité, la systémique, la certitude, le holisme, il y a des risques, des enjeux, des finalités, il faut être multiréférentiel, reproblématiser, ça c'est important, c'est le problème qu'on a aussi, j'en reparlerai tout à l'heure. Il faut parler des normes et des valeurs qui ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des controverses, c'est pas que des disciplines, il y a aussi des controverses politiques, et puis il faut faire de la prospective. Et de l'autre côté, eh bien, on a tout un tas d'actions politiques très différentes. Les bonnes pratiques comportementales sont les choses les plus évidentes qu'on fait. On va dans les écoles, on voit qu'on trie des déchets, par exemple. Mais il y en a bien d'autres. Il y a les pensées planificatrices, la capacité, la pensée critique, l'engagement, l'émancipation, le rapport au monde, l'empowerment, l'éducation politique, la citoyenneté, l'adaptation à la transformation, bon, il y en a plein. Voilà. Donc, voilà pour le petit cadrage. Alors, évidemment, quelles sont les conséquences pour les enseignants, puis évidemment pour les enseignants-chercheurs que nous sommes également? Eh bien, quand on est enseignant, on a des disciplines, une discipline de référence, et en général, la discipline de référence, eh bien, elle est à la fois, il y a à la fois des savoirs contributifs, donc des savoirs, des notions, des concepts. Et puis on a aussi des pratiques constitutives. Par exemple, en géographie, on fait de la carte, en SVT, on fait de l'observation, etc. Et puis finalement, quand on rajoute là des éducations, des problèmes de société ou des éducations transversales, comme par exemple la question du changement climatique, eh bien, rajouter à ça nécessite qu'on pense aussi le changement. Donc on intègre les questions d'enjeux, de normes et de valeurs, et puis qu'on mène des actions, sachant qu'évidemment, dans l'éducation nationale en particulier, et puis dans l'université aussi, on est censé être neutre, c'est-à-dire ne pas avoir de position. Mais enfin bon, on nous demande quand même de mener une action politique, donc de quand même définir des finalités, faire des choix, et puis avoir un certain nombre de savoir-faire. Donc la question évidemment, c'est que dans cette histoire-là, puisqu'il faut qu'on pense les curricula autrement, quelle éducation voulons-nous ? La question de base, donc on est dans une évolution des contextes éducatifs, une évolution des relations éducation-société. L'idée, c'est de transversaliser les formations, d'accord, oui, mais comment ? Et donc les questions à se poser, c'est finalement quel piège, quel point de vigilance dans le processus de transversalisation des formations universitaires faut-il un petit peu pointer? Quelles sont finalement la légitimité des contenus proposés, Je vois depuis le début qu'on nous propose beaucoup de contenus, mais quels sont ceux qui sont légitimes et pourquoi finalement pour quelle finalité, quelle valeur, c'est le savoir-faire, pour quel métier, et puis quelles conséquences sociétales, évidemment, si on est dans l'adaptatif, on n'est pas dans le transformatif, et à ce moment-là, la conséquence sur les sociétés ne sont pas les mêmes. Et puis, finalement, quels sont les choix et quels possibles à l'échelle des universités et des enseignants. En tout cas, ce qui est important et ce qui est fondamental, c'est de revoir nos modèles vers une éducation transformative pour ne pas reproduire éternellement la visée scientifique classique sans, et faire de la politique en quelque sorte, mais sans qu'on ait l'air d'en faire, puisqu'on reproduit un modèle. Donc les points de vigilance, je ne vais pas me détailler là-dessus, mais les points de vigilance, c'est concernant la forme, c'est le ressourcisme, c'est-à-dire mettre à disposition des tonnes de trucs, mais personne n'a le temps de se l'approprier.
Sinon, d'additionner des dispositifs existants, des dispositifs additionnels. À chaque fois, on les ajoute, puis nous, derrière, on tire la langue, on ne sait plus où on en est. Alors, l'autre point de vigilance, c'est l'achat de prestations clés en main, notamment des boîtes privées commerciales du style la fresque du climat. Hein, on est très compétents, nous, il n'y a pas de raison qu'on fasse appel à d'autres personnes comme ça qui nous vendent des trucs clés en main. Et puis, la faible mobilisation des compétences internes, finalement, des producteurs de savoir que nous sommes, nous, en tant que scientifiques. Concernant les contenus, eh ben, finalement, c'est de mobiliser des savoirs, mais sans penser le changement de paradigme et sans penser à tous les possibles. On est coincé sur toujours un peu la même chose qu'on reproduit. On peut mélanger les genres. Par exemple, on ne sait plus très bien ce qui relève de la science et de la politique. Et pourtant, je pense que ça vaudrait le coup qu'on les distingue, bien qu'elles soient liées. Évidemment, le comportementalisme moralisateur, ne prend pas l'avion, ne mange pas de la viande, etc., qui n'est pas au niveau éducatif une finalité un peu particulière. Et puis, l'autre problème, le technicisme non contextualisé, par exemple, le geste technique du tri des déchets sans qu'on explique de quoi il s'agit. Voilà, par exemple, les problèmes de la force. Bon, je voulais donner quelques exemples pour illustrer. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que j'ai dit là, d'un point de vue totalement théorique tout à l'heure. Voilà, l'exemple de mobilisation du penser le changement, par exemple, reproblématiser quelque chose. Bon, ben voilà, il y a une image simplement qui permet d'illustrer ce qu'on peut faire. Hein. Et si le plus simple pour mieux gérer ces déchets, c'était finalement d'éviter de les produire, le genre de choses qu'on peut faire quand on est dans un cours. Ensuite, alors elles se sont un peu mélangées, les diapos, excusez-moi. Ce qui est important, c'est de comprendre les enjeux et finalités et de clarifier la nature des termes. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un verrou politique. Et c'est donc important d'identifier ce verrou politique. Quand on parle, par exemple, du réchauffement climatique, il y a des faits scientifiques, les dégradations environnementales, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, ok. Mais il y a les politiques institutionnelles et c'est pas la même chose. Ce sont les ODD, les transitions, la sobriété, l'économie verte et circulaire, mais c'est pas à mettre du tout au même rang puisque c'est une politique. Hein. Et donc la durabilité, c'est bien une question politique, tandis que le réchauffement climatique, par exemple, c'est un fait scientifique. Bon, je le fais court. Hein. Les réponses possibles, il y en a plein. Il y a les communs, par exemple, il y a les transformations sociétales, il y a tout ce qui est militantisme, et on en a vu plein d'exemples. Le vivre bien de l'Amérique centrale, par exemple. Et puis il y a les contextes qui sont l'environnement, les sociétés, les climats, c'est pas la même chose. Et il y a les hypothèses scientifiques, comme par exemple les limites planétaires, les zones critiques habitables, l'anthropocène, ça reste encore des hypothèses scientifiques qui sont très utiles quand on mène un certain nombre de combats, mais pour l'instant c'est aussi des prospectives. Et puis tout on en fait d'un point de vue des réceptions humaines, c'est-à-dire les courants de recherche, par exemple la science de la durabilité, les humanités environnementales, ou la circulation des savoirs et les rapports de force, les opinions, les récits, les postures, les positionnements. Donc tout ça, ça me paraît important d'un point de vue épistémologique de ne pas tout mettre au même plan parce que c'est quand même bien différent. Et donc, quand on clarifie un certain nombre de choses dans l'enseignement, ben ça nous aide à avancer. Enfin, la multiréférentialité est importante, c'est-à-dire qu'on parle toujours, par exemple, des ODD, ou alors des transitions, ou alors des éco-gestes, ou alors de l'économie verte et circulaire, mais ça a une origine qui vient de la sphère institutionnelle et politique. Et pourtant, quand on est multiréférentiel, on peut parler aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'il s'agit de prendre conscience finalement de où se situent les courants qu'enseigne tant que veut-on enseigner. Il existe une pluralité de positionnements, nous on reproduit assez éternellement ça. Or, il y a d'autres choses. Il y a évidemment ça, la sphère militante qui produit aussi ses savoirs. Il y a 3 sphères de production de savoir. Il y en a 4 en réalité avec la sphère professionnelle, elle n'est pas là-dedans. Et donc ces 3 sphères, elles interagissent entre elles. Nous, on relaye ça souvent. Et en fait, on peut aussi relayer ça, et si possible, on relaye ça aussi. Donc, dans la sphère militante, il y a autre chose. Il y a par exemple les urgences climatiques, la résistance à l'extractivisme, l'écoféminisme. Et puis, dans la sphère productive de savoir savant, il y a ce qu'on entend ici, c'est-à-dire l'anthropocène,
l'interculturalité entre autres en fait partie de ça, l'agroécologie, l'épistémologie des Suds, les communs, et donc tout ça va interagir entre eux, mais donc, au niveau enseignement, c'est intéressant de se dire, bah, tiens, j'ai pas forcément envie de faire que ça, et je vais aller là, ou je vais aller là. Pas toujours facile, mais c'est quand même important de le noter. Ensuite, quand on va dans les controverses, il s'agit de clarifier les finalités possibles. Alors, je vous ai mis une petite image là qui permet de montrer, d'illustrer. Voilà, la planète ravagée par les incendies, ça tombe bien. Hein, ici, c'est un koala australien, mais enfin, j'aurais pu réactualiser avec le Canada d'il y a 3 jours. Et donc, le petit koala qui grille sur place nous dit concrètement, ils font quoi pour empêcher ça? Et donc, le kangourou répond des pailles en carton et il pisse sous la douche. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de l'enseignement en général, et tout ça pour dire aussi que finalement on a des finalités possibles. La plupart du temps on est dans l'atténuation avec les éco-gestes. Évidemment nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt dans la transformation au vu de l'urgence climatique et d'aller plutôt dans la soutenabilité forte et donc dans l'éducation forte. Donc c'est là où il faut qu'on soit clair avec ce qu'on fait, ce qu'on produit et ce qu'on souhaite transmettre, puisque vous savez que la transmission des savoirs est quand même un enjeu de pouvoir important et que ce qu'on transmet, eh bien, c'est un enjeu de pouvoir aussi. Et donc, pas répéter éternellement ce qu'on nous demande de répéter, ça me paraît être le b.a.-ba. Alors ensuite, disposer d'indicateurs pour réfléchir, ça, je vous donne pas le décryptage de l'ensemble de ce document qui est un petit peu complexe, mais simplement qu'il y a des courants éducatifs là-dedans, et les courants éducatifs, on les met dans des indicateurs pour savoir ce qu'on fait. Donc il y a des courants éducatifs qui sont plus technicistes, par exemple comportementalistes, ou qui portent à plus un sens politique, comme par exemple éduquer ou produire autrement. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on enseigne? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on apporte une réponse techniciste, voire qui tend vers l'innovation, par exemple, ou est-ce qu'on apporte plutôt un sens complexe, systémique, donc un sens politique, c'est-à-dire, j'expliquerai un peu ce que c'est politique tout à l'heure, de manière c'est-à-dire la compréhension des enjeux contemporains. Est-ce qu'on, en fait, on est dans la reproduction sociale avec une référence dominante qui s'applique, ou bien on est finalement dans un potentiel d'égalité avec une présentation de la multiréférentialité, c'est-à-dire de tous les courants? Est-ce qu'on est dans des perspectives d'individualisation ou est-ce qu'on est dans des perspectives collectives émancipatrices? Tout ça sont des questions qu'on peut se poser. Ensuite, pour se doter d'outils de positionnement, se repérer, nommer tout ce qui existe, alors ça renvoie à ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, le petit inventaire de ce qu'on a fait, c'est-à-dire des courants, notamment sociaux, qui existent. Il y en a qui existent dans la littérature, en voilà un, qui est un petit peu ancien, et donc ça vaudrait le coup de le réactualiser, puisque vous l'avez commencé à faire de l'inventaire, donc c'est super, où ils ont pris les courants et les ont mis entre inégalité et égalité, et entre finalement technocentré ou écocentré, ou ni l'un ni l'autre, mais ça permet de mettre effectivement les travaux de, par exemple, des néolibéraux et des économistes et néolibéraux inégaux, et puis par ici, tandis que tout ce qui est écoféministe et mouvement du Sud et autres trucs se trouve plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire dans les visées écocentrées et égaux. Voilà une façon de faire qui peut être assez intéressante. Du coup, je l'avais enlevée celle-là, mais je l'ai rajoutée depuis tout à l'heure, parce que ça me paraissait intéressant de la rajouter. Faire connaître tous les courants existants et ouvrir les possibles. Alors, je ne les détaille pas, mais il y en a beaucoup. Hein, et il y en a énormément, je ne les détaille pas ici, sinon je vais me faire gronder parce que je passe voilà, exactement le temps. Il y a des tas de possibilités dans l'enseignement. Par exemple, dans Penser les changements, j'ai pu s'appuyer sur systémique et risque. Donc, dans systémique et risque, on a plutôt l'idée d'apprendre à lire les enjeux locaux et à les relier à des enjeux globaux. Les exemples sont des exemples pris dans les questions autour de chez nous, là, sur les éboulements de terrain ou bien sur le recul du trait de côte en Occitanie. Ensuite, investiguer sur les conflits d'usage, c'est ne pas penser qu'effectivement tout est lisse et que tout le monde est d'accord, et que non, en fait, il y a des conflits d'usage et les intérêts sont divergents, et donc il faut essayer de comprendre quels sont ces conflits d'usage. Donc on enseigne bien des controverses, voilà, par exemple.
Et donc c'est le courant de Le Gardez, mais il n'est pas là, dommage, il était là hier. Ensuite, ce qui est important, et c'est ce qu'on a fait hier soir, c'est d'imaginer des futurs à un échelon local, voire micro-local, intégrer des temporalités multiples, appréhender la complexité et l'incertitude, c'est-à-dire faire des scénarios différents, ouvrir les possibles, ça évite l'éco-anxiété notamment, plutôt que s'apesantir sur l'éco-anxiété des jeunes, dès lors qu'on leur donne des outils en termes de possibles et de scénarios, ben, ça marche très bien. Mobiliser les collectifs de citoyens pour aller vers l'évolution désirable d'un territoire. Donc ça, ce sont des exemples qui ont été faits ici à Marseille, d'un projet de prospective de l'ensemble, presque l'ensemble de tous les lycées de Marseille qui ont travaillé sur une prospective de Marseille. Bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails là non plus. Dans mener une action, je vais passer à l'autre partie. Là, j'étais plutôt dans penser le changement. Là, je vais plutôt dans mener une action. Donc, il peut y avoir. Je fonctionne sous forme d'exemple. Donc, voilà un exemple qu'on peut mener. Hein. Par exemple, prendre le territoire comme terrain d'action et de compréhension, lutter contre l'amnésie environnementale, recréer du lien entre le passé, le présent, le futur, chercher dans le passé les causes en termes de choix et de décisions permettant d'expliquer les paysages actuels ou les crises actuelles. Enfin, on le traite comme on veut, mais il y a de multitudes de propositions. Alors, je voulais m'arrêter sur quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en ce moment en éducation, c'est ce qu'on appelle l'éducation aux politiques. Donc l'éducation aux politiques, donc le problème contemporain, là, c'est pas celui de la passivité, parce que je pense que les jeunes, ils sont en général quand même bien, ils savent pas comment faire, mais ils sont quand même bien concernés. Mais c'est le problème de l'impolitisme, c'est-à-dire qu'ils ont un défaut d'appréhension globale des problèmes qui sont liés à l'organisation d'un monde commun. Ils ont un problème de compréhension globale et du coup, ils ont du mal à expliciter finalement les causalités, les problématiques de rapports sociaux. Ils ont du mal à formaliser ce verrou politique dont on parle depuis le départ et c'est sur lequel il faut essayer d'agir dans l'éducation parce que finalement, c'est celui qui est important puisque on a identifié que le verrou n'était pas forcément scientifique mais qu'il était politique. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller. Et donc, il s'agit de reconnaître les enjeux que portent les questions de société au-delà des techniques normatives, je ne crache pas dessus, elles sont importantes, bien entendu, hein, de trier ces déchets, certaines didactiques, des dispositifs, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, éduquer aux politiques? Finalement, éduquer aux politiques, c'est rendre accessible la compréhension des enjeux qui se posent à la société. Mais ce n'est pas ni l'expression institutionnelle du politique, comme par exemple le vote, ni l'éducation à la citoyenneté, qui considère la participation finalement comme surplombant celui de la compréhension des enjeux. Mais ce n'est pas non plus une posture partisane ni une politiquée, mais plutôt une méthode. C'est une méthode, et la méthode, alors je ne vais pas la détailler ici parce que je n'ai pas le temps, mais il s'agit... 3 minutes, ça va aller. Il s'agit ici donc de considérer que finalement, dans la société, il y a plusieurs segments de population. Et ça rejoint ce que disait Julia tout à l'heure. Il y a plusieurs segments de population et que ces segments de population ne portent pas des intérêts et des souhaits et des valeurs qui sont équivalentes. Et que dans ce cas-là, il faut comprendre quels sont les intérêts divergents qu'elles portent ces segments de population de manière à permettre de comprendre finalement ce qui fait polémique et en quoi il y a des litiges sur les objets d'enseignement. Donc finalement, quand on fait de l'éducation politique, on fait référence aux groupes sociaux porteurs de logiques et d'intérêts différents. On voit un petit peu l'égalité, les inégalités. On identifie tout ça et puis on permet à l'apprenant finalement de connaître la multiréférentialité et d'adopter une posture réflexive qui est potentiellement mobilisatrice. Et autant vous dire que ça marche très bien quand on le fait. Donc je ne vais pas plus loin sur l'éducation politique, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de sorcier. C'est simplement quand vous avez une classe, par exemple, et que vous leur parlez de l'Amazonie, c'est les programmes de seconde, par exemple, mais c'est pareil à la fac. Vous pouvez très bien leur enseigner les fronts de déboisement et tout ça. Vous pouvez aussi très bien leur dire, bah, écoutez, il y a au moins 5 acteurs, les producteurs de bois, les Indiens autochtones, etc., etc. Et puis ces gens-là n'apportent pas des intérêts semblables, et donc on vous dit lesquels, et après vous pouvez réfléchir. Vous voyez bien que c'est pas pareil que c'est pas inutile de savoir quels sont le front des déboisements en Amazonie, mais la démarche n'est pas la même.
Et enfin, dernier point, donc, on parle d'un nouveau modèle de transversalisation des curricula, notamment dans les enseignements supérieurs. Donc ce qu'on a là, c'est une entrée par les enjeux transversaux de société. Et donc dans les enjeux transversaux de société, il est important de considérer qu'on a des contributions scientifiques effectives et qu'elles sont portées par des champs scientifiques qui sont bien séparés et qu'il est important de garder d'un point de vue épistémologique comme ça. Et puis qu'on a des contributions disciplinaires puisqu'on est dans l'enseignement, donc la science et la science et l'enseignement, entre les deux, il y a quand même une transposition, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a bien des contributions d'une part scientifiques et d'une part disciplinaires. C'est l'histoire de la voiture rouillée qu'on a eue hier, hein, où tout le monde regarde de chaque côté. Donc là, en fait, dans l'enseignement, c'est pareil, on a une voiture rouillée, et puis la voiture rouillée, toutes les disciplines vont la regarder de façon différente. Toutes les disciplines et toutes les contributions scientifiques vont la regarder, mais il faut aussi penser le changement, mener une action, et donc non pas seulement mobiliser des compétences, mais aussi d'autres choses, comme par exemple des dispositions, je ne rentre pas dans les détails, des capacités, des habilités, et le tout avec une idée systémique, complexe, prospective, multiréférentielle, reproblématisante, ce qui nous permet quand même d'être au-delà des différentes doxas qui nous traversent d'un point de vue politique. Voilà, c'est tout. Et je vous remercie. J'étais un peu vite, hein. C'était un peu rapide, désolé, mais j'ai accéléré. Alors, bon, c'est sûr qu'après le repas, quand on digère, c'est pas terrible, mais bon. Tu nous rejoins, Angela. On va passer à Mike. Tu prends le mic. Je Voilà. Alors, est-ce que la présentation qui... Ah, il y a la zap. Ok. Oui, c'est moi. Ok, bon, merci. Donc, je me sens un peu l'intrus dans cette session. Je suis beaucoup moins expert de quelque chose. Hein. Je me trouve ici et je connais rien en formation, donc je suis... Mais j'ai été invité par... Donc je remercie ceux qui m'ont invité aujourd'hui de vous parler d'une initiative sur la ville de Toulouse, qui est l'initiative toulousaine pour l'impact de la recherche. Oups. Alors là, j'ai appuyé sur un bouton, je ne sais pas lequel. Voilà, merci. Alors là, je vais juste... Hop. Voilà, ok, je touche rien. Donc, je suis moi-même Mike Toplis, et comme ça a été dit juste avant, je suis actuellement le président de l'Université de Toulouse. Pas tout à fait par hasard, mais je vais vous expliquer ça après. Oui, c'est le bouton. Ouais. Donc, je voulais juste, en préambule, dire d'où est né ce projet. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu le paysage de l'enseignement supérieur et recherche français, il y a des grands labels, des IDEX, des LABEX, des ICIT et des machins. Bon, il se trouve que sur Toulouse, on a eu le chic pour tout rater depuis quelques années. Alors que sur le terrain, il y a une force de recherche absolument exceptionnelle. Et donc, un certain nombre de chercheurs sur le terrain, dont moi-même, il y avait ce contexte de morosité sur le terrain. Et donc, il y avait un appel à projet. Bon, il y a le mot excellence dans le titre, mais on peut revenir là-dessus. Hein. Mais l'appel à projet national excellence et toutes ses formes, qui offrait un espoir, on va dire, de renouer avec le succès. Et donc, c'est là où on s'était dit, avec toute la richesse du monde de la communauté académique sur Toulouse, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment libérer notre potentiel scientifique, travailler ensemble de façon différente pour répondre aux défis globaux auxquels sont confrontées les sociétés modernes. Et puis, si ça nous rend plus visibles et plus attractives, bon, c'est toujours ça de gagner. Parce qu'au-delà, je reviens juste sur cette notion d'excellence. Hein, vraiment, le mot-clé qui ressort de tout ce qu'on a fait, le mot excellence, c'est pas le mot qui nous intéresse. Le mot qui nous intéresse, c'est impact. C'est comment nos activités sont impactantes dans le monde d'aujourd'hui. Bon. Donc Thierry, dans ce contexte, en fait, c'est 2 projets pour le prix d'un.
Vous avez tout en haut une raison d'être qui est l'intégration des acteurs du site. Hein. C'est une commande hautement politique. Avec une gouvernance académique, et puis en bas il y a un projet académique un peu classique, avec tout en bas des choses qu'on veut faire, de l'argent, des dispositifs avec financement pour les faire, et puis la gouvernance de ces fonds. Voilà. Donc peut-être sur d'autres sites en France, il y a des acteurs, on va dire, politiques capables d'imaginer quelque chose ici. On le déroule de haut vers le bas. Bon, chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, avec mes petits bras, je suis allé sur le terrain. Et donc, j'ai attaqué ce pyramide, mais par le bas. Donc, le premier travail, c'était d'imaginer, mais quel est le projet? Comment on a envie de travailler ensemble? Sur quel sujet? Après, quels sont des dispositifs qu'on peut imaginer pour les faire vivre? Bon, il faut le gérer. Et puis, peut-être, comme ça, on va finir par encourager des acteurs sur le site d'être beaucoup plus intégrés dans la façon de travailler ensemble. Donc, il y a eu la création de la nouvelle Université de Toulouse. Hein, c'est, dans le jargon français, c'est un commu expérimental, donc une communauté d'universités et établissements expérimental, avec un certain nombre de partenaires. Hein, les trois universités du site, UT1, UT2, UT3, Toulouse INP, INSA, les écoles prestigieuses comme Super-O, plus évidemment les organismes nationaux de recherche, le CNRS, bon, vous les avez ici. Donc tout ça, c'était le 1er janvier. Le 7 avril, il y avait l'élection du président. Et quelque part, en tant que porteur du projet TIRIS, bon, j'avais une certaine légitimité où je me suis dit, s'il veut aller jusqu'au bout de mon idée, ben, il faut aussi se mouiller le t-shirt politiquement et pas juste être là à faire la partie scientifique. Donc de l'avril en juin, donc aujourd'hui, c'est l'installation des instances. Bon, j'attire votre attention, on a créé dans cette nouvelle structure un parlement étudiant. C'est une instance d'une 60aine d'étudiants de l'ensemble de ses partenaires, avec une attention particulière sur des sites distants. On a dit 10 sites de ville universitaire d'équilibre sur le périmètre de l'Université de Toulouse. Bon, c'est une instance un peu expérimentale, on est dans une période d'expérimentation. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et qui peut nous alimenter, y compris sur les sujets qui nous animent ici, parce que évidemment la jeunesse est particulièrement sensible à ce type de sujet. Donc voilà, je reviens sur ce schéma-là. Donc bon, j'ai commencé en bas et maintenant j'attaque le bleu ici, mais c'est un peu sans intérêt par rapport à la discussion d'aujourd'hui. Donc l'émergence de ce projet, donc comment il a émergé? Bon, ça fait une petite demi-douzaine d'années que le site toulousain, les laboratoires, donc il y a à peu près une centaine de laboratoires sur le site, sont regroupés sur des périmètres un peu thématiques dans un ensemble de pôles de recherche. Donc vous avez biologie, agronomie, donc biologie, agronomie, biotechnologie, santé, univers, planète, espace, environnement, maths-info, ouais, ici vous avez maths-info, ingénierie, les SHS, plutôt vu du côté de l'université Jean Jaurès, droit, sciences politiques, économie, gestion, donc les sciences sociales plutôt vues du prisme de UT Capitole, et sciences de la matière. Donc c'est une dimension, nous avons beaucoup de gens sur le site toulousain, il y a presque 5000 chercheurs, enseignants-chercheurs, donc c'est vraiment un site avec énormément de potentiel et avec des gens vraiment de très haut niveau dans l'ensemble des disciplines. Donc au moment de faire notre projet, on s'est dit mais comment on va mettre ensemble ces gens-là? On a ce socle disciplinaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc l'idée émergeait de ne pas mettre l'accent sur tel ou tel champ disciplinaire. On va dire bon, on est très très bon en économie, on va dire qu'on fait l'économie, on est très très bon en observation de la Terre, on va dire qu'on fait ça. L'idée c'était de comment on peut mobiliser l'ensemble de ce socle disciplinaire, faire travailler des gens ensemble de façon un peu systémique autour d'un petit nombre de grands problèmes qui sont des enjeux de société, les enjeux autour du vivant, les enjeux autour des changements globaux et les enjeux autour d'énergie de transport, donc on va dire les sujets sur lesquels le site toulousain a une certaine reconnaissance. Et donc TIRIS, oups, c'est moi qui fais la bêtise d'aller trop loin. Donc TIRIS, le financement de TIRIS, c'est vraiment pour financer cette
cette dimension interdisciplinaire de notre organisation, parce que les moyens ne sont pas illimités, et donc on laisse à d'autres sources de financement de financer le disciplinaire. Voilà. Donc, bon, ici, c'est un peu les détails des 3 piliers, donc il y a un certain nombre il y a une granulométrie un peu plus fine, mais encore une fois, hein, les objectifs, c'est vraiment aller vers des nouvelles connaissances, des ruptures technologiques et conceptuelles pour construire un avenir durable et désirable. On avait trouvé ce formule, au-delà de la durabilité aussi, il faut aussi que cet avenir soit désirable et pas juste une chiantise de son nom, on va dire, hein, on a le droit de plus rien faire. Donc, bon, évidemment, les ODD sont en arrière-plan. Sur le site toulousain, bon, l'outil spatial, ça peut être peut-être quelque chose qui peut nous réunir à notre échelle. Il y a ce croisement entre les différents usages du spatial avec les ODD. Donc TIRIS en détail, donc c'est 4 programmes complémentaires, donc là on rentre plus sur le sujet ici, c'est un programme de recherche, un programme de formation, un programme d'innovation, un programme de sciences et société, donc on a obtenu donc presque 40 millions d'euros de la part de l'État. Et la région Occitanie nous a doublé la mise pour porter la somme globale de l'ordre de 80 millions d'euros sur 10 ans. Donc, dans chacun de ces programmes, il y a un certain nombre de dispositifs, les dispositifs qui ont des raisons d'être, d'augmenter notre visibilité externe, stimuler de nouvelles façons de travailler ensemble, donc ça c'est un des points très importants, identifier des actions stratégiques et générer des leviers financiers. Donc si je rentre un peu dans le détail, ces dispositifs, donc chaque programme a 2 dispositifs, on va dire 2 dispositifs phares, donc c'est organisé comme ça, plus un certain nombre de programmes plus ou moins transverses. Et donc j'ai fait le choix aussi de dire que dans l'organisation même de ce projet, donc il y a quelque chose, je suis allé trop vite tout à l'heure, oups, je ne veux pas aller trop loin en arrière, mais c'est ici, TIRIS, j'insiste vraiment sur le fait que c'est un projet qui était construit bottom-up, c'était vraiment un projet construit par la base et qui doit emmener vers une intégration politique, mais le point d'entrée, ce n'était pas l'intégration politique. Alors là, je vais encore dans le mauvais sens. Donc là, je vous donne le mal de mer. Donc, on a fait le choix de dire chacun de ces programmes, j'ai souhaité qu'il y ait un ancrage fort par rapport aux acteurs de terrain. Donc, dans la comitologie, dans l'organisation même du projet, bon, il y a des comités exécutifs avec des gens importants qui tombent en bas de la page, mais j'ai voulu que sur le terrain, que chacun de ces 4 programmes dispose d'un comité de programme, de collègues qui n'ont pas de casquette politique, qui sont juste des gens donc des groupes capables de réfléchir, qui sont en train de travailler dans les labos, dans les départements d'enseignement, qui savent comment ça marche et qui sont au plus proche des attentes des collègues de terrain. Donc, je suis désolé. Donc, on a fait un appel au peuple. On a dit, mais qui souhaite contribuer à ces comités de programme? Donc, on a eu plus de 220 collègues qui ont répondu présents, qui ont dit, moi, j'aimerais participer. Et donc, avec des lettres de motivation, donc les gens qui ont dit, tel ou tel aspect, je souhaite participer. Donc, un fort engouement de la communauté pour cette démarche. Donc, bon, aujourd'hui, j'ai mes 4 programmes, j'ai mes 4 programmes, j'ai des comités de programme, c'est entre 20 et 25 personnes sur chaque programme, qui sont en train de travailler donc sur un certain nombre, sur le lancement de ces différents appels à projets, dont un certain nombre sont lancés. Et je peux vous faire part aujourd'hui de quelques retours sur les premiers appels. Ça me semble intéressant de voir un petit peu, je déroule un peu la pelote de la démarche. Donc, on a fait un appel à candidature sur le Junior Fellowship Programme. Donc, c'est faire venir des gens qui n'ont pas fait une thèse à Toulouse, qui sont entre la thèse et thèse plus 3, donc c'est postdoc. C'est des postdocs de 2 ans sur les 3 premières années après la thèse, mais qui n'ont pas fait de thèse chez nous. En sachant que les gens, ils avaient entre 6 et 8 semaines pour répondre. C'était très très court parce que c'était la première année qu'on lançait tout ça.
Donc, il y avait 42 projets déposés. Si on regarde en répartition sur les différents pôles de recherche qui est à peu près en proportion à les poids relatifs, très très bien équilibré hommes-femmes. Et là, on a vu que sur nos piliers de TIRIS, sur le santé bien-être, les changements et des impacts, changements globaux et impacts sociaux, sur les transitions, énergie, transport, bon, c'est remarquablement bien équilibré, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent venir pour travailler sur l'ensemble de nos sujets. La moitié des candidats ont obtenu la thèse en France, la moitié à l'international. Bon, c'est un certain nombre d'indicateurs qui nous disent bon, ben on a rencontré un certain succès avec cet appel-là. Un deuxième appel en recherche, c'est comme un mini ANR où il est obligé de faire travailler des chercheurs dans 2 pôles de recherche différents. C'était la contrainte. Et si possible dans le cadre des piliers de TIRIS. Donc là aussi, 70 projets, en sachant qu'on a de l'argent pour cette année pour financer peut-être 8. Donc on commence à ressembler à l'ANR, c'est horrible, mais on a eu vraiment un très très fort engouement, 70 projets, 40 entre 2 labos, 17 entre 3 labos, et puis une dizaine de 3 labos et plus. Là aussi, un très bon équilibre entre porteurs hommes-femmes. Ici, nous avons un peu la matrice des différents pôles et comment les différents pôles se sont organisés pour travailler entre eux. Et ce qui est intéressant dans ce tableau matriciel, il n'y a aucun zéro. C'est-à-dire il y a au moins un projet où un chercheur d'un pôle, quel qu'il soit, voulait travailler avec quelqu'un dans un autre pôle. Et parmi ces projets, on a distingué les projets entrent exclusivement dans le domaine sciences, technologies, santé, c'est-à-dire maths, info, les sciences physiques. Les projets exclusivement entre sciences humaines et sociales au sens large, y compris l'économie. Et puis, on a distingué ceux-là des projets qu'on appelle intersciences, qui font le grand écart entre une discipline sciences physiques et une discipline SHS. Et donc, sur les 70 projets, 50 sont dans cet esprit des collaborations intersciences. Donc avec un partenaire SHS et un partenaire STS. Donc là aussi, sur les piliers de TIRIS, là on voit que tous les piliers, il y a des projets dans toutes les choses. Là, on voit que bon, il y a un tropisme vers la question de santé bien-être qui a un peu plus de succès. Mais encore une fois, c'est extrêmement encourageant. On trouve que c'est extrêmement encourageant par rapport à la dynamique, créer la dynamique interdisciplinaire. Donc sur le programme de formation, donc, qui est le sujet, je suis désolé, maintenant je ne vais pas aborder le sujet de la discussion. Donc dans les dispositifs formation, on proposait une laboratoire idée. Donc c'est un grand nom juste pour dire, c'est créer un lieu où les gens réfléchissent à qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble, appuyé par une unité d'innovation pédagogique avec un certain nombre d'ingénieurs pédagogiques. Donc le laboratoire idée, pour cette première année, a décidé de mettre en avant là je suis perdu, de mettre en avant des minor programmes. Donc c'est le dispositif. Bon, ça a été dit dans la présentation juste avant, dans des choses auxquelles il faut faire attention, vigilance, un point de vigilance. Des petits modules qu'on ajoute dans les... bon, c'est ce qu'on a trouvé pour démarrer. On démarre avec un appel à projet sur les minor programmes, donc des compléments de diplôme. Mais ce qui est très très intéressant, donc il y a une trentaine de projets qui ont été déposés ici. Un certain nombre, bon, on a des grands établissements, hein, pour le Sabatier, c'est très très interdisciplinaire déjà. Donc il y a 15 projets sur un établissement, 7 projets sur 2 établissements, et puis 7 projets avec 3 établissements en plus, avec différents niveaux visés pour ces certificats. Et puis ici, si on regarde les thématiques identifiées, là, on voit vraiment que cette question de la transition écologique sociétale, c'est le sujet qui sort très fort dans ce qui est présenté, donc ce qui est proposé. Donc c'est juste pour expliquer un peu la méthode. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit aux collègues,
proposez ce que vous voulez, organisez-vous avec des personnes que vous connaissez. Et donc ce qui a été fait la semaine dernière, les 29 groupes, on les a réunis tous ensemble, ils ont fait une espèce de speed dating où chacun a présenté son projet devant les autres. Bon, c'était organisé un petit peu par thématique, dont l'idée que peut-être ils allaient trouver des affinités avec d'autres groupes qui présentaient, qui ne connaissaient pas, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes périmètres, dans les mêmes établissements. Et donc, ils ont jusqu'à fin octobre, ils ont l'été, pour travailler ensemble et redéposer un V2, une deuxième version de leur projet pour faire émerger ces minor programmes. Voilà. Donc ça, c'est concrètement comment on s'y prend dans cette question de la formation. Et donc là, bon, je ne vais pas revenir. Dans les dispositifs, il y avait aussi le programme Sciences avec et pour la société, Sciences et Société. Donc là aussi, c'est un groupe qui est très très actif et je pense que c'est intéressant d'en parler ici, ça me semble être totalement dans le scope. Donc vraiment des initiatives autour des interactions recherche-société avec quatre choses qu'on va faire. Donc une partie sur la cartographie des interactions recherche-société, donc documenter donc qui sont les acteurs potentiels. Un observatoire, donc c'est assez, c'est le 1A, le 1B quelque part. Donc ici, c'est quelle est la cartographie des différents, comment on appelle ça, des organes, des associations, de monde associatif, qui sont des acteurs du monde socio-culturel avec potentiellement un intérêt pour la recherche scientifique. Un observatoire du tiers secteur de la recherche, bon, ça c'est du jargon, mais on a entendu tout à l'heure, hein, donc l'observatoire du tiers secteur de la recherche pour suivre les transitions en train de se faire, une cellule de recherche participative pour contribuer au projet de recherche co-construit avec des acteurs de tiers secteur, avec des moyens pour soutenir ça, et puis un service d'expertise sur lequel l'idée c'est de faire travailler des étudiants en M2 par exemple pour la réalisation de commandes, réaliser des états de l'art ou des prestations suite à des sollicitations par des associations d'autres acteurs du tiers secteur. Voilà. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, bon, tout ça pour dire, ben voilà, moi c'est une dynamique qui démarre avec... J'allais dire ça part dans tous les sens, mais non, ça part pas dans tous les sens, mais ça part avec de façon qu'on espère cohérent, mais dans lequel évidemment tout ce qu'on a dit ici trouve sa place. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, hein, c'est vraiment sur cette notion de sens, le sens. Et que les acteurs eux-mêmes, y compris les étudiants, sont moteurs et qui nous poussent à bien identifier le sens de ce qu'on fait et comment ça se traduit à travers tout ce qu'on dit là. Ok, merci. Merci Mike. Maintenant, Esteban va nous parler de sa formation et de ses engagements. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Je remercie déjà Future Earth de m'avoir invité. C'est une belle opportunité pour moi et je vais donc vous parler de mon parcours parce que je suis étudiant. Je suis un peu l'ovni de la conférence. Je n'ai pas vraiment de pied vraiment dans le monde de la recherche. Donc voilà. Donc je suis élève à Grenoble INP NC-Cube, donc qui est une école d'ingénieurs, spécialisée donc dans l'énergie, l'eau et l'environnement. Je suis un peu plus spécialisé donc dans une filière qui s'appelle industrie énergie nucléaire. Donc on voit toujours que je suis toujours un ovni ici. Mais j'essaye de me réorienter, de me spécialiser dans une autre spécialité qui est donc les sciences du climat. J'ai fait un projet recherche le semestre dernier à l'Institut des géosciences et de l'environnement et je continue dans ce même institut à Grenoble sur un stage toujours sur les sciences du climat.
je suis aussi un étudiant engagé, du moins c'est ce que dit la direction de mon école. Parce que j'étais dans 2 bureaux l'année dernière d'associations étudiantes. Donc le premier, j'étais coprésident de l'association EPIS, qui vise à sensibiliser aux élèves de primaire aux énergies renouvelables, d'une part, et d'autre part aussi à faire des projets nationaux et internationaux, toujours donc sur des sujets d'énergie dans des personnes à situation précaire. Je suis aussi donc j'étais co-trésorier de Ingénieurs citoyens et citoyennes, qui est la branche locale d'Ingénieurs sans frontières, dont Aude a parlé ce matin. Et donc tous ces engagements m'ont donné envie de m'engager encore plus dans la politique de mon établissement, donc de mon école, et notamment sur les formations. Donc à l'école, il y a quelque chose d'assez unique, je pense, dans les écoles, qui est un comité opérationnel des DRS, donc un comité où les membres de la direction, les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et les élèves, les étudiants, co-construisent ensemble et co-réfléchissent à des thématiques, donc que ce soit sur les formations, donc un pôle dans lequel je fais partie, sur la gouvernance, sur les impacts socio-environnementaux à l'échelle de l'établissement. Donc cette année, le pôle formation a fait un bilan de tout ce qui est traité en enjeux socio-environnementaux dans toutes les filières de l'école, qui représentent environ 1000 élèves environ. Et ce bilan a été co-été fait en fait entre les enseignants et les élèves. C'est-à-dire que, d'une part, une sorte d'éco-délégué a été choisi par filière afin de faire un questionnaire sur les formations, donc auprès des élèves. Et la même chose a été faite avec les enseignants, c'est-à-dire qu'un éco-délégué enseignant, entre guillemets, a été choisi par la direction pour faire la même chose du côté enseignant, et ensuite on a mis en commun. Ce qui en revient pour le premier semestre, du moins, la première étude a été faite pour le premier semestre de chaque année, et donc le deuxième semestre se fera un peu plus tard dans l'année. C'est qu'au final, on a beau être une école de l'eau, l'énergie et de l'environnement, il n'y a pas grand-chose qui est fait vraiment concrètement dans les formations pour parler de ces thématiques. Et même, il y a même des formations qui sont un peu à l'opposé de ce que devrait être une école de l'environnement notamment. Donc ça nous fait réfléchir sur la formation de l'établissement, et aussi ça nous fait réfléchir sur ce qu'est la formation, à quel cadre est la formation. Est-ce qu'on s'intéresse seulement aux cours qui sont donnés? Dans ces cas-là, c'est juste les profs qui font la formation. Ou alors est-ce qu'on réfléchit aussi aux profs en question, c'est-à-dire pas seulement les élèves qui vont assister aux cours ou ce qu'ils vont apprendre, mais aussi la formation des enseignants. C'est quelque chose qui me paraît assez important. J'ai vécu moi-même ce semestre 2 anecdotes que j'aurais mieux fait de ne pas pouvoir raconter. De la part donc de la non-formation des élèves dans ce domaine. La première anecdote presque mignonne, je dirais, c'est que un enseignant du coup était en train de dire que notre bâtiment, donc, qui est censé être intelligent mais qui ne l'est pas vraiment, éteint la lumière et qui est quasiment impossible de les rallumer, et que c'était donc un peu une honte pour une école de l'environnement. Ce qui est drôle, c'est que son cours parlait en fait de mécanique des fluides appliquée à des moteurs d'avions de chasse. Et pendant les partiels, on a eu un exercice sur les oléoducs. Du coup, voilà, je trouve que c'est une belle anecdote qui montre bien le manque de formation que peuvent avoir les enseignants. Et la deuxième anecdote qui est surtout un peu plus grave, et que parfois les enseignants ne font pas vraiment attention à ce qu'ils disent. Ils peuvent avoir donc des propos qui peuvent être blessants.
Je stigmatise pas tous les enseignants, hein, tous les enseignants ne le font pas. J'ai qu'un seul exemple en tête. C'est un enseignant qui nous a dit qu'il ne comprenait pas en fait les personnes qui sont éco-anxieuses, parce que d'ici 15 000 ans, il allait avoir le système Terre allait se rééquilibrer et que du coup, il n'y a pas forcément à avoir de problème. Je pense que j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans cette anecdote. Et le problème encore, c'est qu'une fois que j'ai été le voir à la fin du cours pour lui expliquer que ce qu'il avait dit était un problème, donc je lui ai donc dit qu'il allait y avoir donc des conséquences sociales du changement climatique qui peuvent faire peur à certaines personnes. Il m'a répondu donc que le fait qu'il y ait des conséquences sociales dans le changement climatique, c'était mon opinion. Du coup, j'ai quitté la conversation. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que la formation effectivement peut se mettre pour les étudiants évidemment, mais il est important aussi de former les enseignants et même aller plus loin, former les personnels administratifs, former les directions et former aussi encore plus loin directement aussi, donc il y a les enseignants mais aussi les enseignants-chercheurs, et donc il y a aussi cette portée directement aussi dans les laboratoires de recherche dans laquelle j'ai un peu une expérience, parce que en stage l'année dernière j'ai mis en place la démarche des DRS d'un laboratoire de recherche. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté.